Aux portes de la Normandie, niché au confluent de la Seine et de l'Epte, se trouve le berceau de l'impressionnisme, le petit village de Giverny. C'est ici qu'est décidé de s'installer le peintre Claude Monet en 1883, et c'est grâce à ses œuvres que cette petite commune de l'Eure va devenir mondialement célèbre. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les secrets de ce village de 500 âmes, les coulisses des hauts lieux touristiques, mais aussi les peintres qui s'inspirent encore aujourd'hui de cette lumière que les artistes trouvaient si belle. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain commencera sa visite au musée des impressionnismes. Il poussera pour vous les portes de la maison de Monet et en apprendra davantage sur ce personnage haut en couleur. Est-ce qu'on sait comment il était au quotidien? C'est quelqu'un de difficile ou pas? Il était insupportable. Insupportable. Puis, il se baladera dans le jardin que l'artiste a créé à son image. Ça a été une obsession chez Monet de capter les couleurs, les reflets. Ça le rendait fou. Vincent retrouvera ensuite un vieil ami fier de lui présenter son bateau atelier. Monet, il a découvert, à partir du bateau, les rives de Seine. Et enfin, il fera la connaissance d'un artiste peintre pour mieux comprendre la passion que suscite ce village et les paysages alentours. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la lumière. C'est la même que Monet. Promenade à Giverny, pont japonais à Giverny, meule à Giverny. Vous allez découvrir tous les secrets qui ont fait de Giverny le village des peintres. Alors Frédéric, en fait, quand on parle de l'impressionnisme, est-ce que c'est vrai que c'est un critique d'art qui a donné ce nom-là au mouvement? C'est ce critique qui a parlé des impressionnistes, mais en les dénigrant un petit peu. Est-ce que c'est l'origine du nom de ce mouvement pictural? L'origine exactement, c'est un titre que Monet a choisi de donner à un tableau qu'il a fait au Havre, qui s'appelle Impression Soleil Levant. Hein. Et puis, il y a un critique qui a vu Impression Soleil Levant en partant du titre et il a commencé à se moquer, à dérouler Impression. C'est l'impressionnisme. Et finalement, eux, plutôt que de prendre ça très mal, ont choisi de s'approprier le nom, notamment Monet, mais toute cette génération ont choisi de se reconnaître comme des impressionnistes. Puis voilà, on récupère le nom, ça devient une marque de fabrique, et puis finalement, au fil des années, ça va mettre beaucoup de temps à s'imposer, mais ça va devenir assez populaire. Et alors, ce qui est fou, c'est de se dire qu'à cette époque, ce qui aujourd'hui nous paraît extrêmement classique était considéré quasiment comme une peinture révolutionnaire. À l'époque, c'est vraiment un choc. C'est voir ça, il y a des gens que ça révulse, ce que ça met hors d'eux. Regardez comme c'est choquant, ça, non? Vous trouvez pas? Ça vous énerve pas, ça, de voir des pâquerettes comme ça dans un champ? Non, aujourd'hui, ça nous énerve plus, ça nous émerveille. Il y a des gens qui crachaient sur les toiles, il y a des gens, des caricaturistes qui étaient d'une violence inouïe envers ces peintres. C'était considéré comme vraiment un affront total. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des générations qui vont éclore après, qui ne sont plus forcément de la peinture de paysage ou de scène de genre, comme faisaient ces gens-là, qui a révolutionné aussi et qui a choqué un peu, avec parfois la prohibition de l'usage du noir, des petites touches mal léchées, mal finies. On considérait à l'époque que la peinture devait être très bien finie. Aujourd'hui, ça ne nous choque plus, mais à l'époque, ça choquait énormément. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne nous choque plus du tout. Alors là, Frédéric, on est devant une toile de Manguin qui a ici son exposition. D'abord,
Comment on prépare une exposition comme celle-là et quelles interventions on peut avoir sur les différentes toiles qui vont être exposées au public? Alors, il faut savoir qu'une exposition, ça prend énormément de temps à préparer. Déjà, il faut parfois trouver les tableaux, les localiser, les choisir. Donc ça, c'est une première partie du travail de recherche scientifique. Et effectivement, ce qui est intéressant après, c'est tout le travail de conservation, de préservation de ce patrimoine qui appartient à l'humanité. Notre rôle à nous, musée, c'est d'essayer de préserver ces toiles. Et une fois qu'elles sont dans nos murs, on regarde comment ça se passe. Alors nous, aujourd'hui, on fait ça avec des tablettes. D'accord. On est dans l'ère de la dématérialisation. Donc c'est là-dessus que toi, tu as toutes les informations collectées sur cette toile-là? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vois, on prend des photos de l'œuvre à son arrivée, on note toutes les craquelures, les usures, les retouches, on fait des photos des petits là, points. par exemple, c'est ça? Le vert, là, ce sont des craquelures. On a des zones oranges où on a des salissures. On lui fait en quelque sorte à cette toile un check-up, non? Oui, c'est un check-up permanent. C'est vrai que, encore une fois, c'est de la matière... C'est de la matière vivante et comme c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est tellement précieux et rare et irremplaçable que c'est presque plus suivi qu'un être humain sur le plan médical, quoi. La restauration, c'est la médecine de l'œuvre d'art. Les œuvres sont très sensibles à la lumière. Par exemple, une toile comme ça, c'est pas plus de 150 lux. Des dessins, ça va être parfois 50 lux. Donc, les gens se plaignent parfois que les œuvres sont mal éclairées. C'est pas qu'elles sont mal éclairées, c'est qu'on est obligé de les préserver. Venez voir, regardez. Vous avez la preuve que là, quand même, on s'en occupe bien. Dites-moi Claire, on est en train de rentrer là à l'instant. Vous allez me le dire. Dans un temple, sacré ou pas, vous allez me le dire. Si. Dans le salon de la maison de Claude Monet. Avant qu'on en parle, quel est votre lien de parenté avec Claude Monet? Moi, je suis une espèce de petit machin à rapporter. Voilà, non, mon mari était un arrière-petit-fils d'Alice Monet. Vous savez, il y a deux mariages là. Donc, c'est pour ça que c'est très amusant d'avoir cette salle à manger, parce que dans cette salle à manger, on pouvait asseoir jusqu'à 16 personnes. Il y avait un monsieur, une dame, 2 fils Monet et 6 enfants de chez Alice. Ça faisait 8 enfants et les parents, 10 personnes à table de toute façon. Et puis il y avait quand même toujours un invité, donc il fallait une grande table. Ce qu'il faut retenir au fond dans cette maison, parce que c'est vrai pour la salle à manger, ce n'est pas pour tout. C'est une maison qui est moderne pour l'époque. Vous avez donc des couleurs très claires, très belles, jaune de chrome, hein, quand même, c'est pas n'importe quoi, en 2 tons. Jaune de chrome, c'est le nom de ce jaune. Jaune de chrome, oui. Et puis vous avez une osmose dans toute la maison, carrément avec le jardin. Le jardin est omniprésent. Et vous remarquerez que tout le long de la maison, toutes les pièces ouvrent sur le grand balcon. Est-ce que cette salle à manger était décorée de la sorte à l'époque ou pas? Ah bon? Oui. Donc il avait vraiment cette passion pour les estampes japonaises à tel point qu'il en accumulait sur tous les murs. Ah oui, il en a eu beaucoup. D'ailleurs, l'accrochage, c'est peut-être la chose la plus, disons, la moins moderne. Oui. Elle est étouffante presque. La première fois que j'ai vu cet accrochage, j'étais un petit peu... Je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a fait cette blague, c'est pas possible. Alors, je suis pas du tout un spécialiste en décoration, mais qu'est-ce qui saute aux yeux quand on arrive ici en termes de couleurs? Quel est le travail qui a été fait par Claude Monet? Ici, il y a toujours un rapport entre le jaune et le bleu. Vous êtes ici, c'est jaune, la cuisine est bleue. Quand vous êtes là, vous avez d'autres bleus. C'est ça, Monet décorateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours ce rappel de bleu, ce mariage... entre le bleu et jaune. le jaune. Si on continue par là-bas, on voit encore du bleu. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Vous pouvez me continuer? Je suis très impatient de voir la suite de cette maison. Oh là là, il y a de la lumière ici. Magnifique, hein? Oui. Éblouissant. C'est Bordighera. La Hollande. La Hollande. Avec les champs de tulipes en fleurs. Oui, tiens, la grand-mère de mon mari, Suzanne. En fait, il y en a qui ont chez eux des photos de famille. Oui. Vous, il vous suffit de regarder un Monet pour parler de la famille.
Ben oui, mais on a aussi des photos de famille, heureusement. Ça c'est Madame Claude Monet, Alice, c'est les deux Alice. D'accord. C'est Madame Claude Monet, Alice Monet. Oui. Et là, c'est Alice Butler, qui est ma belle-mère. D'accord, Voilà. ok. Et alors, est-ce que c'est dans cette pièce que Claude Monet travaillait ou... Oui, voilà, ça c'est son premier atelier. Quand il a loué cette maison, puis il l'a achetée, il y avait ça, c'était une grange. Et puis, il a transformé ça en atelier, parce qu'il fallait bien travailler quand même quelque part. Est-ce qu'on sait comment il était au quotidien? Quel était son caractère, Oui. ses humeurs? Il C'est était- quelqu'un de difficile ou Il pas? était insupportable. Insupportable, direct. Non, il était C'est-à-dire allègre, mais comme il était anxieux, comme tous les vrais artistes, il se pose quand même des questions. Il était sûr de son talent, mais il était anxieux. Et alors là, il était difficile à vivre. Il imposait son rythme. Hein, ceci dit, quand il travaillait, que tout allait bien, je dirais que c'était un monastère bénédictin, rigolo comme tout. Et puis quand il n'était pas content de son travail, il grimpait dans sa chambre. C'était pour ça qu'il avait quand même un accès direct à sa chambre sans voir personne d'autre. On va voir là-haut alors, parce Ah, que oui. j'aimerais bien avoir son... Ça, c'était son antre secrète là-haut, alors Oui. pas grand monde n'y allait, j'imagine. Non. Donc, quand il était en colère, il venait ici. Voilà, il venait ici pour dormir tous les jours, mais quand il était en colère, il venait s'enfermer là pour avoir la paix. Il avait de quoi s'ouvrir et se détendre un peu avec cette villa. Quand même. Oui, mais d'ailleurs, cette chambre, elle est belle. Enfin, il y a un espace qui est épanouissant, il y a une belle lumière là, une belle lumière là. Le matin, il se lève, il tire ses rideaux et il regarde la colline. Parce que la colline, elle reçoit une certaine lumière, elle reçoit l'humidité de la Seine. Et là, on voit aussi un peu le temps qu'il va faire. Et puis, attendez aussi, il va, en général, c'est très petit jour, parce qu'il va prendre son petit déjeuner en bas, quand il est de bonne humeur, n'est-ce pas? Et puis, avec un des enfants, qui est chargé de transporter la brouette avec sur la tiraille. Même s'il était 5 h du matin, les petits-enfants oui, devaient se il lever est en avec lui. général, mais non, mais ils le veulent. Hein, D'accord. Et en fait, il est sur le motif avant le lever du jour, souvent. Moi, je suis bien là. Quand même, ça donne envie de rester un bout de temps et à regarder ce jardin. Oui. Color, green, light, yellow, pale, rose, shining, blue, flame, color, green, you've drawn like a tree, yellow sky, pale, rose, shining, blue, blink, block, you took a dear flower, oh flower, flower. Your flower, you've drawn my Rémi, toi qui travailles ici comme jardinier depuis 27 ans, est-ce que tu es encore émerveillé par la beauté de ces lieux? Parce que on la voit là, la toile de Monet. C'est incroyable. Ah mais tout à fait, moi je suis émerveillé tous les jours. Moi la botanique c'est vraiment mon sujet de prédilection. Et puis ce jardin, c'est extraordinaire, il y a une diversité botanique qui est fabuleuse, quoi. Et alors, quelle était l'idée de Monet à la base? C'était de faire un jardin qui était une sorte d'hybride de tout ce qu'on peut retrouver dans le monde? Ou alors on a clairement des influences japonisantes par exemple dans ce jardin? Moi qui ne suis pas un spécialiste de la botanique. Alors ici, dans ce bassin, effectivement, c'est une influence clairement anglo-japonaise. Ah d'accord. Il y a les bambous, il y a les azalées, le pont japonais. Ça sent bon juste ici là. Il y a des effluves, vous vous en rendez pas compte, mais pendant qu'on est en train de marcher, il y a les effluves des fleurs qui nous arrivent comme ça. Enfin, est-ce que ça pouvait peut-être d'ailleurs l'inspirer, toutes ces odeurs, on sait ou pas? Ouais, non, c'était surtout quand même la couleur. Oui, le visuel. Le visuel, c'était un fou de couleurs. Donc l'influence japonaise, elle est vraiment là sur ce pont qui existait déjà à l'époque de Monet? Oui, puisque c'est lui qui l'a installé. Ah, c'est lui qui l'a installé, d'accord. Bien sûr. Il était inspiré par une toile, une estampe d'Hiroshige. Alors là, ça veut dire, Rémi, que précisément, on est à l'endroit où se trouvait Claude Monet, ici, pour peindre
ces fameuses nymphéas par exemple. Tout à fait. C'est un lieu historique vraiment chargé C'est un lieu d'histoire. historique, tout à fait. Toute sa vie, ça a été une obsession chez Monet de capter les couleurs, les reflets, les nuances, avec l'eau et tout ça, ça le rendait fou. En fait, le résultat, c'est que ce qui était révolutionnaire à l'époque, aujourd'hui, est devenu très grand public. Hein. Ouais. Il y a combien de personnes qui viennent visiter ce jardin chaque année? Ah, en ce moment, c'est un peu plus de 600 000. Par an? Sur 7 mois. 600 000 sur 7 mois, ça Sur fait 7 100 000 mois. personnes par mois. Bon, on va se frayer un chemin, puis on continue la visite quand même. Oui. Alors, où est-ce qu'on est exactement ici, Rémi? Alors là, on est dans le bas de l'allée centrale, et donc dans le Clos Normand, la partie haute du jardin. Alors, une partie où il y a des fleurs vraiment partout. Parmi toutes ces fleurs, parce qu'il y a une grande variété de fleurs ici, et en plus plein de couleurs différentes, quelles étaient celles qui inspiraient le plus Claude Monet? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une, sans nul doute, ce sont les capucines de l'allée centrale. Il y a cette petite idée de génie quand même, tout simplement de les contrarier, les faire palisser à l'horizontale. Et ça évoque une sorte de rivière, et avec ce feuillage rond qui évoque le feuillage des nénuphars. Bertrand! Ah, Vincent, bah oui. Ah, que de souvenirs! Ah, mais je savais que tu allais arriver par là, mais je savais pas quand. Ça va? Ça va bien? Ça me fait Formidable. plaisir de te voir. Ah, écoute, bah, moi aussi. Tu tombes bien parce que là, on a un festival international Ah oui, c'est ça? avec 8 artistes qui sont en train de s'exprimer dans le jardin de la maison de Pierre Bonnard Ouais. et sur les bords de Seine avec le bateau atelier. Quand on aime la peinture, bah, c'est fabuleux quoi, de voir ça. Et alors, vous êtes, comment vous vous sentez dans ce lieu? Serein. C'est Serein. vrai? Ah oui, c'est magnifique. Les couleurs changent en permanence, donc on réinvente au fur et à mesure le paysage, on s'adapte et c'est vraiment un grand bonheur. Et alors, ce que vous peignez, c'est évidemment les bords de Seine, la Seine juste ici, et ce bateau bleu. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est que ça? On va aller le voir, on va aller le voir. La condition, c'était de rester dans l'esprit de Claude Monet, pour pouvoir emmener des artistes le long des bords de Seine et retrouver les impressions, des impressionnismes, tout simplement. Alors en fait, si on se replace un petit peu dans l'histoire de la peinture, ce bateau-là, il correspondrait à ce que les impressionnistes utilisaient, et particulièrement Monet ou pas? Particulièrement Monet. En fait, le premier à avoir utilisé un bateau, et celui qui a donné l'idée, c'est Daubigny, avec oui. un bateau qui s'appelait le Bottin, qui était à Auvers-sur-Oise. Et entre-temps, il y a eu Caillebotte, qui était un ami de Monet, et qui a incité, c'est lui qui a incité Monet, lui, tu prends comme une barque, tu fais une cabane par-dessus, et tu vas pouvoir prendre les nymphéas, les reflets. Et donc, Monet a écouté ça, il a construit un petit bateau, et lui, Monet, il a découvert, à partir du bateau, en navigation, vraiment les rives de Seine. Et ça a donné un engouement fantastique à l'ensemble des impressionnistes, puisque même Bonnard, ici, avait son bateau exactement à oui, cet d'accord. endroit-là. On avait un autre point de vue grâce au bateau. Ouais, absolument, absolument. Et surtout, c'était le reflet et l'effet miroir qu'on retrouve dans beaucoup effectivement, de tableaux au niveau des Je te fais peur, c'est ça? tous les oui, des impressionnistes. Non, mais Là, j'ai pas envie de tomber à l'eau parce que j'ai vu qu'il y a plein de peintures à voir. Il y a des peintres qui sont en train. On va jeter un œil? Ils sont tous aussi doués les uns que les autres.
Bonjour Christophe. Bonjour. Ça me fait plaisir de venir ici et surtout de rencontrer un peintre qui est d'ici. Toi, tu es de Giverny? Alors, pas vraiment de Giverny, à 2 km d'ici, mais c'est vraiment mes collines. Donc tu connais l'environnement par cœur, enfin non, tu connais bien, je veux dire, l'environnement de Giverny et c'est quelque chose que tu as croqué, que tu as dessiné, que tu as peint. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 8 ans. En fait, c'est vraiment ma grand-mère qui m'amène à faire des petits carnets de dessin et butiner. Donc c'est la transmission de la passion par ta grand-mère. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un tour, on peut cheminer autour de tes œuvres? Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler sur la mémoire. C'est-à-dire je ne travaille pas sur le sujet par rapport aux impressionnistes, qui eux travaillent sur le sujet. Moi, je fais un travail de dessin sur place ou imaginaire. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir, comme Monet, un fil conducteur, mais j'ai plusieurs fils, parfois qui s'en mêlent. Et donc c'est comme ça. On va vers la lumière? Oui, bonne idée. Comme ça, on va pouvoir voir les vraies couleurs, parce que j'imagine qu'un peintre doit travailler avec la lumière naturelle, ou en fait, la lumière artificielle, ça peut être même un atout pour déformer peut-être même une vision? Absolument, c'est-à-dire que, comme pour mon travail, comme tu peux le voir, j'essaye de travailler des choses différentes. Donc, une lumière synthétique, une lumière de jour, j'essaye tout ce qui est possible pour donner plus de puissance, plus de couleurs. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu dois te mettre dans des états particuliers pour voir Notre-Dame? J'entends cette question tous les jours. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans un truc trop intello, mais le monde change, le monde danse pour moi. Et plutôt, c'est terrible ce qui se passe, mais j'essaye d'en faire une fête, quoi. Voilà, donc, voilà, Notre-Dame, je fais un dessin très précis sur place et après, ça devient une chorégraphie. Et alors, si on regarde les couleurs, par exemple, le violet, ça a une signification? C'est une couleur qui... Ouais, alors en fait, je voyage beaucoup, et je rencontre des gens qui s'intéressent à la couleur. Goethe disait, c'est notre rapport au monde, la couleur. En Chine, par exemple, le violet, c'est la couleur de la joie. Chez nous, c'est la couleur du demi-deuil. Donc la couleur a une présence symbolique très très forte. Ici venaient tous les artistes qui venaient du monde entier. Il faut imaginer que les artistes qui arrivaient de Russie, de Pennsylvanie, de Pologne, Danemark, arrivaient par le train. Ils viennent peindre la nature, ils sont sur place, ils ont des tubes, ce qui est quand même assez récent aussi. Hein. Le tube, c'est quand même une nouveauté. Là, c'est l'Epte qui passe, c'est ça? Voilà, alors ça, c'est le bras qui alimente le bassin des nymphéas. Ah, d'accord. Donc Monet obtient du préfet le fait de détourner le rue pour pouvoir alimenter son bassin. Inutile de dire... C'était pas bien vu à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Tous les paysans du coin disaient que mettre des plantes aquatiques exotiques allait empoisonner les bêtes. Donc il a eu... ça n'a pas été si simple. Okay. Ouais, si on se posait un peu là, comme à l'époque... T'as une canne à pêche ou... Non, on va faire un peu fais voir, c'est ça ta canne à pêche? Voilà, un peu courte. Hein. Elle est un peu courte. Ah, le petit lavoir. C'est chouette ici. Ouais, c'est vraiment un bel endroit. On peut imaginer quand ils venaient ici pour travailler. D'ailleurs, ça a été les sujets qu'il y avait à l'époque. Ils se baladaient au bord de l'eau. Alors l'Epte, c'est une rivière dont la couleur varie au fil de l'année ou pas? Alors la transparence et tout ça? Ouais, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des saisons, une lumière qui change. D'ailleurs, je pense que Monet, pour moi, est venu choisir les bleus opalins, c'est-à-dire ce bleu rose qu'on retrouve beaucoup dans son travail et qui représente l'air. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que malgré le temps qui avance, Giverny garde ses collines. Et puis, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la lumière. C'est la même que Monet. On va manger un bout? Tu connais un petit coin? Ouais, je connais un super coin qui s'appelle la Guinguette, qui est un endroit où on mange au bord de l'eau et qui est vraiment l'endroit où se retrouvent les Givernois. Ok, on continue la discussion. Voilà, alors on va y aller. Bon, en tout cas, je te remercie, Christophe. Merci, Vincent. C'était hyper chouette de te rencontrer. Ravi.
pareil. Et j'espère que vous aurez apprécié cette émission, où vous aurez redécouvert l'impressionnisme et où vous aurez pour le coup découvert les nouveaux peintres, les peintres actuels qui travaillent ici à Giverny. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de France 3. À bientôt, à votre santé. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. Well, all you need is love and understanding. Ring the bell and let people know. We're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. 'Cause love is all. Well, love is all. Ça me fait penser à celui qui s'était coupé l'oreille, comment il s'appelait? Le Hollandais là. Il est bon le jus de pomme en Normandie, hein? Ça va. C'est pas mauvais.